Hello, j'espère que tout le monde va bien. Alors, à la demande d'une abonnée, hier il y avait une émission chez nous en Belgique concernant la disparition de Natacha de Crambruck. Et apparemment, en France, vous n'avez pas accès à cette chaîne. Donc, cet abonné m'a demandé de vous retranscrire l'émission. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai filmé sur mon ordinateur avec l'appareil que je me filme habituellement lors de mes tirages. Donc, l'image n'est pas de grande qualité, bien évidemment, mais j'ai fait de mon mieux pour pouvoir vous partager ce reportage. Donc, voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, que vous pourrez suivre. Alors moi, j'ai vu à un moment un truc qui m'a interpellé, je ne sais pas, un bâtiment en particulier. euh, Ça m'a dérangé de voir ce bâtiment, je ne sais pas, j'ai ressenti un truc négatif. Alors, ce bâtiment, dites-moi ce que vous pensez, c'est la Estancia. Je le prononce certainement pas bien, mais voilà, ça ressemble quand même à ce que j'ai entendu dans la vidéo. Donc, Estancia, on voit tous les volets sont fermés, tout. Enfin, je n'aime pas, j'ai eu un mauvais ressenti sur ce bâtiment. Alors, dans une autre vidéo, je vous ai dit que je ressentais un monsieur castard avec une moustache et tout. Ce n'est pas le monsieur qu'on voit dans le reportage. Je ne ressens pas un truc négatif sur ce monsieur-là. Alors plus tard, on voit dans le reportage un monsieur qui parle du pont, qu'il est allé il n'y a pas longtemps et que c'était pas comme ça. Alors, immense monsieur, mais je ne pense pas qu'il soit, enfin, je ne pense pas du tout qu'il soit mêlé à la disparition de Natacha. C'est juste que son pont à la con, là, ben, il n'est pas en état. Donc voilà, je vous laisse avec le reportage. Désolé pour la qualité de la vidéo et je vous dis déjà bon visionnage. Nous, on pense qu'elle est tombée à l'eau. C'est ça qu'on pense. Bonsoir, aujourd'hui cela fait précisément 46 jours que nous sommes sans nouvelles de Natacha de Crambruck, la jeune touriste belge de 28 ans qui voyageait seule au Pérou. Après 30 jours d'interrogatoire, de tests et d'analyses, la police péruvienne a d'abord écarté la piste criminelle avant de l'envisager à nouveau ce mardi, comme l'ont affirmé les parents de la jeune belge. Qu'est-il vraiment arrivé à Natacha? S'est-elle égarée durant son trek? A-t-elle été victime d'un accident ou a-t-elle fait une mauvaise rencontre? Ce qui expliquerait qu'on ne retrouve toujours aucune trace d'elle. Pour tenter d'y voir plus clair, les équipes de reporters sont parties au Pérou à sa recherche et en ont ramené, vous allez le voir, de nombreux témoignages très intéressants. Sur les traces de Natacha de Crambruck au Pérou, c'est une enquête de Laurence Gondon et Nicolas de Borgrave. Tous ensemble, nous allons retrouver Natacha et la flamme elle est là, elle continue et nous ne lâcherons rien. Ceci est la dernière photo de Natacha de Crambruck dont nous disposons. Une photo envoyée du Pérou, peu de temps avant sa disparition. La police lance un avis de recherche ce soir pour retrouver une jeune bruxelloise disparue au Pérou. Aujourd'hui, cela fait déjà 46 jours que Natacha reste introuvable, en dépit de tous les appels lancés sur les réseaux sociaux. La zone de sa disparition est montagneuse et extrêmement vaste. Un immense canyon, l'un des plus profonds du monde, avec près de 3400 mètres de dénivelé. Depuis début février, des policiers, des guides de montagne, des sauveteurs, 90 personnes au total cherchent en vain sur les chemins que Natacha aurait dû emprunter pour son trek en solitaire. Des chiens pisteurs ont été amenés sur les lieux. Des drones cherchent dans les zones inaccessibles, mais aucune trace de Natacha. Ses parents se sont très vite rendus sur les lieux, espérant retrouver leur fille. Nous ressentons la douleur des parents de Natacha. Nous allons faire tout notre possible pour la trouver. Nous espérons y parvenir très vite. 3 enquêteurs belges sont également venus en renfort des forces péruviennes.
Les policiers belges vont nous apporter leur aide, notamment pour retrouver la position du GPS de son téléphone portable. Mais toujours pas de Natacha. Des enquêteurs belges sont allés sur place, ils ont également travaillé sur place et ils se sont rendus compte que l'ensemble des actes qui ont été posés là-bas sur place ne seraient pas différents des actes qu'on poserait en Belgique et donc ils étaient relativement rassurés sur le sérieux de l'enquête qui a été menée. Natacha, 28 ans, originaire de Linkebeek en périphérie bruxelloise, qui vivait en Côte dans la capitale avec des amis. Licenciée en droit de l'UCL, elle travaillait jusqu'à son départ chez un assureur à Bruxelles. Une jeune fille décrite comme débrouillarde, travailleuse, organisée et sportive. Marc Coppens est le premier journaliste belge à s'être rendu au Pérou pour suivre l'enquête relative à cette mystérieuse disparition. Donc elle avait un job à Allianz, un beau job dans les assurances. Il y a plus dans la vie que travailler, elle pensait. Donc elle voulait voir le monde et commencer avec l'Amérique du Sud. Natacha s'envole donc le 1er janvier, avec pour première destination de son voyage le Pérou. Elle compte prendre son temps pour découvrir la région, avant de s'envoler plus tard vers un autre pays d'Amérique latine. À Lima, elle retrouve Magali, une Belge avec qui elle avait pris contact avant son départ. Les deux jeunes filles voyagent plus d'une semaine ensemble, puis continuent leur aventure séparément. Durant son périple, Natacha donne régulièrement des nouvelles à ses proches, du moins lorsqu'elle a du réseau. Elle a disparu le 24 janvier et ça a duré quand même une semaine avant qu'on a fait l'alarme et on a commencé à rechercher début février intensivement, mais c'est quand même un peu tard. Pour essayer de comprendre comment Natacha a pu disparaître du jour au lendemain, nous décidons de partir sur ses traces au Pérou. Commence pour nous un très long voyage de plus de 30 heures, d'abord de Bruxelles jusqu'à Lima, la capitale du Pérou. Là, nous prenons un nouvel avion qui nous emmène à Arequipa, vers le sud du pays. Une fois à Arequipa, nous embarquons dans un 4x4 pour 5 heures de route à destination de Cabana Conde, la dernière localité où a été vue Natacha. On sait qu'avant d'arriver dans ce village, Natacha a visité le célèbre Machu Picchu, puis la ville de Puno, avant d'arriver ici dans cette bourgade d'à peine 3000 habitants. Elle avait l'intention d'y faire le lendemain un trek dans le très célèbre canyon de Colca, la fierté de la région. C'est un canyon magnifique avec des paysages incroyables. C'est le deuxième canyon le plus profond au monde. Un endroit où on peut voir des condors, qui est le troisième oiseau le plus gros au monde. Enfin voilà. Du coup, il y a vraiment des choses magnifiques à voir et c'est pour ça que beaucoup de touristes affluent à Arequipa. Une fois arrivée à Cabana Conde, Natacha se met à la recherche d'un logement. Cette vidéo la montre le 23 janvier, lorsqu'elle entre dans un hôtel pour y demander le prix des chambres à Nelly, la réceptionniste. Ceci est la dernière image que l'on a d'elle. Ludwig, le patron de l'hôtel, nous confirme que c'est bien Natacha qui est venue demander des informations. Envoyé la photo à Nelly et j'ai dit Nelly, la famille m'a écrit il y a une personne qui peut-être restée à Pachamama. Tu peux regarder la photo et tu peux dire si c'est la mademoiselle qui est venue quelqu'un. Elle m'a dit il y a un jour qu'il est venu un touriste, il m'a dit que c'est un peu cher. Et il est sorti, peut-être c'est la mademoiselle. Je vais regarder la photo, je pense qu'elle. Donc ça j'ai dit à la police aussi. On sait que Natacha se rend ensuite à cet autre hôtel qui est fermé pour cause de Covid. Elle trouve finalement une chambre ici, à la Estancia. Une fois installée, elle retourne cependant au deuxième hôtel pour y capter le Wi-Fi et communiquer avec des amis à qui elle explique qu'elle compte entreprendre le lendemain un trek vers la localité de Jawar. Avant de partir au canyon, elle a communiqué avec ses parents et sa famille et ses amis. Ne vous inquiétez pas, je vais partir dans le canyon et il n'y a pas de signal dans ce canyon, c'est évident ça. Mais après quelques journées, je vais retourner et on va reprendre le contact. Donc qu'on a reçu un message d'elle au niveau... ainsi que sa position GPS, c'était le 23 janvier à 17h. J'espère vraiment qu'on va retrouver cette personne que j'apprécie énormément. Cet appel est le dernier signal du GSM de Natacha à 17h. Elle ne regagne son hôtel que 2 heures plus tard,
avant de se rendre dans ce restaurant. La patronne de l'hôtel Estancia où logeait Natacha, une dénommée Gladys, affirme l'avoir vue partir seule le lendemain dès l'aube pour son trek. Mais est-ce qu'elle a fait la nuit dans cet hôtel ou pas? Parce que c'est seulement Gladys qui a raconté qu'elle a dit au revoir à Natacha quand elle était partie pour le canyon. Le responsable de la division criminelle de la police d'Arequipa nous confirme cette version. Dans l'une de ses déclarations, la propriétaire de l'auberge affirme que Natacha est partie à 5 heures en laissant son sac à dos parce qu'elle partait marcher pour 5 jours dans le canyon. Laisser son sac à dos à l'hôtel n'a rien d'inhabituel avant de s'attaquer au trek dans le canyon. Ici, vous pouvez regarder déjà les bagages des touristes qui sont marchés dans les canyons. Ah oui, donc c'est tout à fait normal quand un touriste s'en va, il laisse son sac. Il laisse tous les bagages qui sont les bagages principaux, non? Parce qu'il y a le petit bagage pour faire le randonnée. En revanche, il est très rare que les touristes partent pour un trek dès 5 heures du matin. Nous avons le petit déj à partir de 6h30. 5 heures, ce n'est pas bien. C'est obscur. Donc moi, j'ai recommandé après le petit déj parce qu'il y a de lumière. Il y a aussi des personnes qui marchent à partir de 7 heures. Selon la propriétaire de l'hôtel, à sa sortie, Natacha ne part pas vers la droite en direction de Jawar, destination supposée de son trek, mais vers la gauche. Tout comme elle, nous décidons de sortir de l'hôtel à 5 heures du matin et d'emprunter le chemin que Natacha aurait suivi. À cette heure, il fait encore nuit et les rues sont quasi désertes. Le jour ne se lève que lorsque nous atteignions la sortie de Cabana Conde, peu avant 6 heures. 6 heures, c'est précisément l'heure à laquelle 2 témoins affirment avoir aperçu Natacha, non loin de cet endroit. Il y a 2 personnes qui ont dit, dans leur déposition initiale, qu'ils avaient vu à 6 heures une personne ayant les caractéristiques de Natacha. Une jeune femme avec des vêtements noirs et une queue de cheval. Mais nous n'avons pas de certitude que c'était elle. C'est très triste ce qu'il se passe pour Natacha. Je ne la connais pas, mais j'ai vu qu'on la cherchait sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment beaucoup de gens qui passent ici, mais c'est la première fois qu'on vient me poser ce genre de questions. C'est la première fois que la police nationale vient ici. Alors que nous sommes en reportage sur le terrain, la police péruvienne, qui est en pleine investigation, nous propose de la suivre. Une vérification doit être effectuée de toute urgence. Suis la voiture blanche. Si Natacha est bien partie vers Jawar, la destination qu'elle avait annoncée à ses amis, elle aurait dû, après plus de 4 heures de marche, arriver dans ce gîte pour y faire étape, d'autant qu'elle n'avait avec elle ni tente ni sac de couchage. Chaque jour, nous accueillons 4 ou 5 touristes que nous enregistrons. Ce matin, 8 touristes sont partis. On note vraiment tout. Le tenancier nous montre le registre que doivent remplir tous les arrivants. Le nom de Natacha n'est pas là, ni le 24 janvier, ni plus tard. Natacha semble donc n'être jamais arrivée à Jawar. Mais alors, que lui est-il arrivé? Si l'hypothèse d'un accident durant le trek semble encore plausible, la police péruvienne poursuit son enquête et contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, elle n'abandonne pas la piste criminelle. Dans un instant, nous assisterons d'ailleurs à des fouilles qui ont eu lieu il y a quelques jours à peine en présence de nos équipes. Ne bougez surtout pas, reporter, revient dans un instant. Touriste belge disparue au Pérou depuis le 24 janvier dernier. Cette photo devant le Machu Picchu, c'est la dernière qu'elle a postée sur ses réseaux sociaux. Depuis, elle n'a plus donné le moindre signe de vie. Si l'hypothèse de l'accident semble être encore plausible, les enquêteurs péruviens n'abandonnent pas la piste criminelle. Des fouilles ont d'ailleurs été entreprises il y a quelques jours en présence de nos équipes sur place. Voici la suite de notre enquête sur les traces de Natacha de Crombrugge. Qu'est-il donc arrivé à Natacha? A-t-elle chuté durant son trek? A-t-elle fait une mauvaise rencontre? Les autorités du Pérou disent toujours que le pays est très safe, mais
on sait bien que le pays n'est pas si safe comme ça. Mais le pays dépend très largement du tourisme. C'est pourquoi ils ne veulent pas une image qui est un peu discutable. C'est pourquoi aussi qu'ils ont fait tout pour retrouver Natacha. Pour un Péruvien local qui a disparu, on ne va pas faire ça, j'en suis sûr. Le premier à être parti à la recherche de Natacha est un dénommé Eloy, avec lequel nous avons rendez-vous, alors qu'il continue à fouiller le moindre recoin du canyon. Ici, on appelle Eloy l'ange des disparus. Le Pérou a une géographie très accidentée. Ma spécialité, ce sont les recherches. Je connais la zone, le terrain. On dit qu'elle est partie par ce chemin qui va à Jawar. Mais il y a aussi des gens qui disent qu'elle est allée à Sanegaye ou via San Juan de Chucho, par l'autre chemin. Dans le passé, Eloy a déjà retrouvé, après des mois de recherche, des personnes disparues dans la région. Il faut faire le tri parmi toutes ces informations pour pouvoir suivre la bonne piste. Eloy scrute aussi le vol des condors qui, en cas d'issue fatale, peuvent indiquer la présence d'une dépouille. Quand les condors volent en cercle, c'est qu'ils ont observé quelque chose à manger. Alors pour moi, c'est un signal. Quand il y a des recherches comme ça, ce sont les familles qui souffrent le plus. Alors si on peut aider avec mon groupe de bénévoles, on y va. Ce trek du canyon de Colcan, nous décidons de l'entreprendre nous aussi pour en mesurer la difficulté et la dangerosité. Sur les chemins, nous rencontrons de nombreux touristes qui évoluent presque toujours en groupe. Aujourd'hui, ça ne faisait que monter. Hier, ça ne faisait que descendre. Aujourd'hui, ça ne fait que monter, donc ça rend le trek vraiment difficile, mais la vue en vaut la peine. Et vous n'avez jamais eu peur de tomber? Non. C'est pourtant un trek dont la difficulté ne doit pas être sous-estimée. Le problème dans ce cas, c'est qu'elle marchait seule. Les chemins ici sont accidentés, c'est pour ça que marcher seul, c'est dangereux. Il faut y aller avec un guide. Les touristes qui sont de retour du trek trouvent eux aussi que les chemins peuvent se montrer piégeux. Beaucoup de personnes nous ont dit n'y allez pas, ça peut être dangereux, mais on se dit qu'on allait au moins voir, parce que comme on était là, autant y aller. Mais c'est vrai qu'avec les sacs et la pluie, on s'est dit là, ça va être chaud. Ouais. Ah, ça aurait été compliqué. Ouais, je pense aussi. Ça aurait été très compliqué. Il faut être prévoyant, il faut faire attention, on dit quand même de conditionner. Et peut-être tout seul, tu sais, ça peut partir très très vite. Ici, tu escalades un petit peu, c'est très rocheux, c'est sableux, donc tu peux glisser très très vite. Je pense que tu peux vite faire un accident. Nous reprenons l'itinéraire, mais à la différence de Natacha, nous sommes accompagnés d'un guide qui connaît parfaitement le moindre recoin. Voilà, comme tu vois, on monte à cette altitude de 3300 mètres, tu es essoufflé. Ouais. Et le prédateur le plus impressionnant que tu peux avoir ici se trouve dans la cordillère des Andes. Ça veut dire, à partir de 4000 mètres en haut, tu peux trouver les pumas des Andes, mais ils ne les sont pas ici. Autre cause possible d'accident, certaines applications d'orientation en ligne. De nombreux touristes les utilisent sans savoir qu'elles les envoient parfois vers des lieux extrêmement dangereux. On passe par MapMe, l'application MapMe. Ouais. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'internet et du coup, même quand tu es dans les sentiers battus, il y a un chemin d'indiqué sans connexion. Je peux dire que Maps.me, c'est une application de randonnée. Pas comme on dit trust. Oui, il ne faut pas faire confiance. Pas faire confiance toujours. Ça recense un peu tous les chemins, tu vois. Ouais. Et nous, on est parti de là, petit Mirador. Puis là, tu as tout le chemin, ça suit comme ça. Donc, comme j'ai toute la région du Pérou, là, j'ai tous les chemins. Sur le trek qu'a peut-être fait Natacha, l'application dirige les randonneurs vers ce pont. Et s'il y a quelqu'un avec Maps.me qui marche sur le pont comme ça, il y a une possibilité qu'il peut tomber. L'état déplorable de ce pont, nous décidons d'aller le montrer aux responsables du site. Regardez, regardez.
Vous voudriez marcher là-dessus, vous? Mais c'est dans quelle partie, ça? Ça me paraît très étrange. Moi, j'y suis allé il y a pas longtemps, et c'était pas comme ça. Nous, on pense qu'elle est tombée à l'eau. C'est ça qu'on pense. En cette saison, le courant du fleuve Kolka, il est vraiment très puissant. Malgré toutes les hypothèses échafaudées, Natacha demeure introuvable. Aussi Sabine, sa maman, décide de se rendre dans les studios d'une radio locale pour y lancer un poignant appel à témoins. Message que les parents de Natacha nous a envoyé. Buenos días. Rogamos apoyarnos con cualquier información que nos ayude en la búsqueda de nuestra hija Natacha. Je trouve que les parents se montrent très forts parce que même après un mois, ils disent toujours, on espère quand même toujours de retrouver notre fille vivante. Ils savent que les chances diminuent chaque jour qu'elle n'est pas retrouvée, mais ils prennent l'espoir quand même et c'est quand même... j'ai beaucoup de respect pour ça, oui. Mais en l'absence de nouvel élément, après un mois passé au Pérou, les parents reviennent au pays avec les enquêteurs belges. Alors que notre équipe est occupée à filmer les chemins de randonnée qu'aurait pu emprunter Natacha, soudainement la police nous appelle en urgence. Nous démarrons sur les chapeaux de roue. Si tu veux, on sort de la voiture, hein, comme ça elle démarre plus facilement. Non, non, tu dois monter, tu dois monter. Ok. Allô, Fernando? Le réseau téléphonique est mauvais et on ne comprend pas les informations qu'on nous donne. Fernando, qu'est-ce qui se passe? Oh là, le réseau est vraiment trop mauvais, je t'entends vraiment pas du tout. La police vient d'être contactée par un informateur local. Celui-ci trouve suspect des travaux de terrassement qui viennent de reprendre à Cabana Conde après 2 ans d'arrêt. Des travaux d'autant plus intrigants que le terrain appartient aux frères de la propriétaire de l'auberge où Natacha a passé sa dernière nuit avant de disparaître. Pour cette descente, la police a fait appel à Wally, un chien pisteur. Wally a appris à reconnaître les odeurs. On lui a fait renifler les affaires personnelles de Natacha qui se trouvaient dans son sac à dos retrouvé à l'auberge. Fausse alerte. Wally n'a rien retrouvé sur ce chantier. Cependant, la piste criminelle reste sérieusement envisagée. La section homicide et personnes disparues de la police nationale a d'ailleurs fouillé le village et interrogé de nombreuses personnes à la recherche d'indices permettant de déterminer ce qui est arrivé à Natacha. Pour détecter d'éventuelles traces de sang, la police scientifique a réalisé nombre d'analyses luminol dans les différents lieux visités par Natacha. Aussi, la police est venue à l'hôtel Pachamama, à l'hôtel pour faire des choses comme luminol. Ça, c'est la caméra qui a enregistré à Natacha qui est passée, entrée. Comme vous dites, we don't hide anything. On ne cache rien, on n'a rien à cacher. Rien à cacher. Mais je pense bien qu'un accident est moins probable que la piste criminelle. Le canyon est vraiment dangereux, ça c'est vrai, parce qu'il y a toujours des rochers qui tombent par terre et c'est difficile de se promener. Mais la piste criminelle, c'est quand même une grande possibilité, selon moi. Un acte criminel dans cette région a priori paisible, les locaux ont du mal à y croire. Dans le canyon, mais en tout cas, j'ai pas connaissance d'agression, ni même sur un équipage physique, on va dire. Non, c'est pas...
Cabana Conde et le canyon de Colca étaient des endroits très sûrs, et ils le sont toujours d'ailleurs. Quand j'ai appris la disparition de Natacha, à aucun moment je ne me suis dit qu'elle a pu être victime d'un crime. L'idée ne m'a même pas traversé l'esprit. Cela fait 46 jours aujourd'hui que Natacha n'a plus donné de signe de vie. Pourtant, la totalité de la superficie de l'immense canyon de Colca a à présent été fouillée. Enfin. Cabana Conde et sa région retiennent toujours le mystère de cette étrange disparition. Il faut espérer que l'exploitation des données téléphoniques de Natacha permette un jour de résoudre cette énigme. Toutes les pistes ne sont pas encore explorées, il y a encore un certain nombre de choses qui doivent être vérifiées, et parfois ça prend du temps malheureusement, qu'elles soient criminelles ou disparitions naturelles, et malheureusement jusqu'à présent aucun élément ne permet d'avancer ni dans un sens ni dans l'autre, on reste avec un gros point d'interrogation. À Cabana Conde, les touristes continuent à affluer, mais l'ambiance n'est désormais plus la même. Nous sommes évidemment chamboulés par cette histoire. Nous partageons la tristesse des parents de Natacha, mais également de toute la Belgique qui souhaite savoir ce qui lui est arrivé. Une affaire qui affecte autant la population locale qu'elle nous touche ici en Belgique. Je préfère parler au président de Natacha parce que j'ai beaucoup de respect pour les parents qui ont une fille qui a disparu et encore beaucoup d'espoir que Natacha va être retrouvée. On doit avoir l'espoir, même si tous les indices disent autre chose. Je ne perds pas espoir de retrouver Natacha. Non, moi je ne perds pas l'espoir de la retrouver. Quant aux parents de Natacha, Sabine et Eric, ils n'ont qu'un espoir, que le canyon de Colca leur rende enfin leur fille. Nous sommes très touchés par l'énorme mobilisation de tous les habitants, des volontaires, des guides, des enquêteurs qui se sont mis à la recherche de Natacha. Et nous espérons beaucoup qu'on continue le travail et qu'on trouve notre fille. Et nous lançons un appel d'ailleurs à tous ceux qui ont des informations, parce qu'on en a besoin pour guider les recherches. Toutes les recherches sont à 50-50 aussi bien vis-à-vis du canyon que vis-à-vis de l'enlèvement de Natacha. Ça reste un mystère total. Oui, les deux pistes continuent de toute façon en parallèle et on continue tout ce qu'il faut faire. Tous ensemble, nous allons retrouver Natacha et la flamme elle est là, elle continue et nous ne lâcherons rien. Merci de nous avoir suivis, on reste en contact sur les réseaux sociaux, on se retrouve